Mon exposé sera tout à fait classique. Je suppose que beaucoup d'entre vous auraient aimé d'être à ma place. Je n'en doute absolument pas. Et mon exposé se fera classiquement en trois parties. Une petite introduction en 3 points, très rapidement, sur le concept de réforme, puisque nous avons commencé par là. Une certitude que j'essaierai d'argumenter, et la question du pessimisme ou de l'optimisme que nous devons avoir. Et puis j'aborderai évidemment le corps de cet exposé à travers une tentative de réponse à l'ambition du colloque, qui, je le répète, et je cite ce qui était noté dans la note de cadrage scientifique, parvenir à mettre en évidence un certain nombre de leviers utiles pour l'action en prenant en compte différents registres, l'action de la décision politique, celle des divers acteurs de l'éducation chargés de leur mise en œuvre, ainsi que celle de l'évaluation et de la recherche. Souvenez-vous que dans le cadrage scientifique que j'ai eu le plaisir de faire en début de colloque, nous avions 3 axes prioritaires, celle du sens, celle de la chaîne des actes et l'axe de la gestion et de l'exploitation des données. Ces 3 axes vont apparaître à travers mon exposé. Celui du sens, j'y reviendrai lors de la conclusion, mais vous verrez sans doute que mon point d'entrée principal est celui de la chaîne des actes. Et puis, pour conclure, je voudrais peut-être dire que du boulot nous attend, à travers peut-être ce que j'estime être, j'espère à raison, 3 besoins prioritaires. Et je tiens à remercier beaucoup les rapporteurs et animateurs avec lesquels nous nous sommes réunis hier soir pendant près de 2h30. C'est vous dire toute la richesse des interventions. Donc 3 points pour introduire cette présentation. Le concept de réforme est vu à travers les études de cas qui ont été présentées dans les ateliers. On peut sans doute dire de les catégoriser en 2 grands groupes. D'abord, des études de cas qui parlent de réforme au sens classique, pour reprendre l'expression de Xavier Pons, c'est-à-dire une décision politique institutionnelle, planifiée, en tout cas plus ou moins planifiée, prise par une autorité formelle destinée à produire un changement entendu, lequel c'est encore une autre question. On en a vu de maints exemples, je ne vais pas les citer tous. Je pense spontanément, par exemple, au collège de proximité en Côte d'Ivoire, à la décision de mettre en place un enseignement obligatoire sur 10 ans, aux réformes de décentralisation et de déconcentration, par exemple, au Sénégal, et bien d'autres. Et puis un deuxième groupe, me semble-t-il, et c'est un des rapporteurs qui faisait cette allusion-là, ce sont des mises en place pour résoudre un problème constaté, donc des dispositifs de résolution de problèmes. Prenons quelques exemples parmi les études de cas. L'étude de cas du Canada sur les populations autochtones, par exemple, qui ne touche pas directement le système dans sa généralité. Le dispositif pour répondre aux problèmes des migrants en Catalogne, de nouveau, ce sont des niches, comme on a parfois dit. Les camps d'apprentissage en Inde, qui sont aussi extrêmement intéressants, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. C'est Antonio Novoa qui disait que ce ne sont pas les réformes qui modifient l'école, quoique, mais l'école qui modifie les réformes, et sans doute que ces dispositifs de résolution de problèmes contribuent certainement à modifier l'école. Alors mon deuxième point, c'est une certitude. Ça a été répété à plusieurs reprises et dit d'abord par Xavier Pons dans
dans sa conférence, il n'y a pas de meilleure façon. Je pense que tout le monde est d'accord au terme des études de cas sur cette affirmation. Et on peut facilement l'argumenter en constatant, par exemple, ce que nous avions déjà constaté dans la conférence internationale il y a 4 ans, c'est que les contextes culturels différents jouent un rôle extrêmement important. Nous l'avions vu lors du colloque sur l'Asie, il y a en fait des Asies en quelque sorte, où la culture confucéenne avait marqué sa trace très forte sur les résultats obtenus par exemple à Pisa, avec cette culture faite d'efforts, de recherche constante d'excellence, du statut social important accordé aux maîtres par exemple. Nous avons constaté à travers ces études de cas aussi que la culture anglo-saxonne était vraiment une autre culture qui avait imprégné très fortement certaines résolutions de problèmes à laquelle on pourrait sans doute ajouter la culture scandinave qui en est très proche, même s'il y a évidemment des différences. Culture qui est beaucoup plus pragmatique, empirique, qui privilégie davantage l'autonomie des acteurs, où on voit beaucoup des gestions communautaires participatives, si vous vous souvenez d'une des dias que je présentais dans le cadrage scientifique. Et puis, une culture latine qui est beaucoup plus hiérarchique, qui est beaucoup plus avec une gestion top-down, malgré effectivement les tentatives de décentralisation qui ne manquent pas. Et sans doute devrait-on encore distinguer d'autres cultures, un clin d'œil à Mathis Beren ou la culture suisse où le pouvoir est essentiellement en bas et que ce qu'il y a problème qu'on remonte à un niveau supérieur. Petit clin d'œil à Mathis. Et puis, deuxième type d'argument aussi, c'est que les pays sont à des étapes de développement différents. Et Mamadou nous a dit de façon extrêmement pertinente qu'on pouvait considérer qu'à ces étapes de développement coïncidaient en quelque sorte 3 étapes de réformes possibles. Une première étape qui était de généralisation de l'éducation, de l'accès à l'éducation, ce qui impliquait qu'on travaille quantitativement surtout sur les intrants du système. Une deuxième étape qui travaillait beaucoup plus sur l'amélioration de la qualité des apprentissages, encore faut-il bien s'entendre sur ce thème, et qui implique ce qui est déjà beaucoup plus difficile, de travailler sur les processus et les procédures, et que sans doute travailler sur cet aspect-là était beaucoup plus difficile que simplement de travailler sur des aspects quantitatifs. Et enfin, une troisième étape, c'était l'étape de promotion d'un nouveau projet social, de refondation en quelque sorte de l'école et de la société, ce qui impliquait de travailler sur le système entier de façon systémique, de façon holistique. Donc, une certitude sur pas de réforme unique possible. Faut-il, et c'est mon troisième point, faut-il être pessimiste ou optimiste ? On a eu certains propos qui pourraient apparaître très pessimistes au long du colloque. J'en cite quelques-uns. Plus ça change, rien ne change. La fatigue que nous avons, nous, acteurs du terrain, sur les changements répétés, sur la succession des réformes, sur les alternances politiques, sur la multiplication des missions qu'on nous confie, sur la multiplication des standards auxquels nous sommes confrontés. Donc, propos pessimistes. Propos qui pourraient apparaître ou pessimistes ou optimistes, c'est les avancées des neuro, des bio, des infos, des cognitivos, qui, selon Antonio Novoa, signeraient la mort de l'école, je le cite.
hein. Et, phrase encore plus surprenante de sa part, l'éducation deviendra une branche de la médecine. Propos qui pourraient apparaître à certains très pessimistes. Ou des propos que nous avons entendus, la bureaucratie empêche toute réforme, la bureaucratie est inerte. Ou l'école n'est pas changeable. Et je pourrais en citer d'autres. Je ferai plutôt le pari de l'optimisme. Parce que toute réforme, tout dispositif de résolution de problèmes, si je reprends la distinction de groupe des études de cas, et même l'absence de réforme ou même l'absence de résolution de problèmes, produit toujours des effets, plus ou moins à court terme et à long terme. L'absence de réforme, par exemple, va sans doute produire des réactions chez une certaine catégorie d'acteurs. Par exemple, cette catégorie d'acteurs, c'est plus ou moins 12%, suivant les études, des innovateurs qu'on retrouve un peu partout dans le système, pour ne reprendre que cet exemple-là. Toute réforme, et même l'absence de réforme sans doute, hein, a des effets qui, sans doute, peuvent être positifs pour certains, au moins pour certains acteurs. Hein, l'absence de réforme, pour certains acteurs, c'est un peu plus de confort, par exemple. Hein. Ou la résolution de certains problèmes aussi, on l'a vu à travers effectivement les études de cas, ont eu un certain nombre d'effets positifs qui ne sont pas négligeables. Mais sans doute aussi, toute réforme, même la meilleure possible, produit sans doute toute une série d'effets non souhaités qu'il faudra sans doute rattraper. Le type de gouvernance communautaire participative, par exemple, qui a fait l'objet de nombreuses études de cas, a parfois comme effet qu'il y a une coupure qui peut exister entre cette gouvernance beaucoup plus locale et d'autre part une gouvernance qui est beaucoup plus au sommet de la structure du système éducatif. Des effets non souhaités, par exemple, si les ONG internationales sont extrêmement intéressantes, souvent le fait qu'elles sont des bailleurs de fonds, cela peut produire des effets non souhaitables, de non prise en main par le gouvernement, effectivement, de ce qui va être mené comme réforme, avec des accusations parfois réciproques. On fait ce que vous nous dites, ne faites pas ce que vous nous dites, etc. Donc je parie pour l'optimisme parce que certains l'ont évoqué et ont parlé même d'évolution à bas bruit. Toute réforme entraîne des évolutions à bas bruit, toute résolution de problèmes entraîne des évolutions à bas bruit et se font malgré les alternances politiques, malgré qu'il est vrai, comme ça a été répété maintes fois, le temps politique et le temps de la réforme n'est pas le même. Parce qu'il y a de toute façon une permanence qui est celle des acteurs, de ce qui se produit au niveau local. Parce que aussi un ensemble de micro-réformes ou de micro-résolutions de problèmes mises en œuvre au niveau local peut finalement constituer petit à petit une macro-réforme. Si l'État central, évidemment, il y a toujours des si l'État central les reconnaît et finalement les soutient, ou finalement les rend visibles et les rend possibles ou les rend transférables. Et aussi, une autre chose qui a été soulignée surtout dans l'exposé, je pense, c'est le monsieur Hargreaves, il y a toujours en haut et en bas des leaderships forts. Il y a toujours aussi en bas, entre guillemets, sans accent péjoratif, des engagements forts au niveau local. Et il nous paraît très important, et c'est peut-être aussi un des leviers, de les identifier, de les reconnaître, de les soutenir, parce qu'en général, ces leaderships travaillent à un bien
commun. Et cette idée de bien commun est souvent revenue dans les études de cas. Alors, me revient la tâche maintenant de tenter d'identifier des leviers possibles, puisque c'était l'ambition du colloque. Et très curieusement, je vais commencer par un acteur qui est trop souvent oublié, qui est heureusement apparu dans certaines études de cas. Et ce levier, je l'intitulerai ainsi, travailler avec, et le mot avec mérite d'être souligné, avec les élèves, et non pas sans les élèves, ce qui arrive trop souvent, non pas contre les élèves, et même pas simplement aussi pour les élèves. Pour les élèves, c'est travailler avec les élèves. C'est la Nouvelle-Zélande qui parlait de « kids can », les enfants peuvent. Évidemment, à condition que ce soit avec une posture d'accompagnement d'autres acteurs. Avec une posture d'accompagnement, par exemple, des enseignants. Posture d'accompagnant, ça ne veut pas dire être devant les élèves, mais à côté des élèves. À condition que ce soit parfois avec des chefs d'établissement, au moins en termes de soutien, de reconnaissance. Parfois avec les autorités elles-mêmes, comme c'est le cas par exemple dans une belle étude de cas de la Corée du Sud, où, pour ceux qui n'étaient pas là, de façon tout à fait étonnante, ils ont institué au niveau du lycée un semestre sans évaluation, un semestre où ce qui va être fait et appris est le fait des élèves eux-mêmes, et où montre que ceci a produit des effets assez extraordinaires. Très curieusement, contrairement aux craintes, les résultats classiques menés par les évaluations nationales et internationales n'ont pas diminué, bien au contraire. On a vu un bien-être apparaître alors que vous savez que la culture confucéenne est une pression constante à l'excellence, une satisfaction des élèves, mais aussi une satisfaction des parents et même des étonnements parmi les acteurs tels que les enseignants, etc. Mais aussi, sans doute, avec les organisations internationales. Je sais, par exemple, que l'IIPE, il n'y avait pas d'études de cas de l'IIPE, mais l'IIPE travaille de plus en plus, cherche à travailler de plus en plus avec les acteurs locaux et, pourquoi pas, les organisations internationales, avec les associations des étudiants qui, souvent, contribuent à faire bouger, effectivement, les structures. Et sans doute que, comme on peut l'inférer à partir de certaines études de cas, travailler avec les élèves crée des conditions pour produire un changement, non seulement des nouvelles façons d'apprendre, mais aussi sans doute des nouvelles façons de décider, de gérer, de co-gérer. C'était un premier levier par lequel je souhaitais vraiment commencer. Un deuxième levier, ne vous étonnerez pas, c'est travailler avec les enseignants. Et non pas simplement pour les enseignants, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, ne pas travailler sans les enseignants ou contre les enseignants, ce qui arrive aussi parfois. Les enseignants ont souvent d'ailleurs cette impression qu'on travaille contre eux. Évidemment, à condition que ce soit fait avec une certaine posture, et là je reviens surtout sur la posture d'accompagnement qui me semble de plus en plus nécessaire, et j'y reviendrai fréquemment, avec une posture d'amis critique, sans quoi, effectivement, les réformes vont amener à ce qu'a dit un intervenant, les enseignants prennent l'enveloppe de la réforme, mais pas le contenu.
C'est la fameuse allusion à l'effet du plafond de verre dont parlait Mamadou Ndoye. Et donc, à condition que ce travail avec les enseignants se fasse aussi avec, par exemple, des chercheurs. Dans certains cas, on a vu beaucoup d'études de cas où ceci s'est produit, avec ce que j'appelle des interfaces, que sont les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et aussi parfois des associations externes. Parfois aussi, et sans doute plus souvent, avec les chefs d'établissement, mais aussi avec des acteurs externes. Parce qu'il me semble important, et c'est quelque chose que je voudrais souligner, et qui me semble-t-il est nécessaire dans tous les leviers dont je vais parler, c'est l'importance du tiers médiateur. Il faut pouvoir dépasser les tensions bipolaires entre deux types d'acteurs en introduisant un tiers médiateur qui permet effectivement de dépasser en général les tensions qui existent. Ce travail de triangulation dans l'action me semble extrêmement important. Pour citer de nombreux exemples, travailler avec les enseignants dans l'esprit de triangulation, quand on sait par exemple qu'au Sénégal, on décentralise et on déconcentre le financement en accordant une enveloppe d'une part commune pour tous les établissements, mais aussi une part variable pour les établissements, et que cette enveloppe est gérée par le comité de gestion de l'école, des parents, des autorités sur place, on peut craindre effectivement des tensions entre les enseignants, le chef d'établissement d'une part, et ce comité de gestion. Et il est donc important d'introduire un tiers médiateur, et c'est ce que doivent jouer souvent, par exemple, les inspecteurs, à condition de nouveau qu'ils aient une posture non pas simplement de jugement et de rappel du règlement, le rappel du règlement est certainement nécessaire, mais qu'ils adoptent de nouveau une posture d'accompagnement, de questionnement pour éviter un certain nombre d'effets pervers. Troisième levier, c'est travailler avec les parents et avec la société civile. On n'en a pas parlé beaucoup, sauf dans certaines études de cas. De nouveau, travailler non pas simplement pour les parents, non pas travailler contre les parents, non pas travailler sans les parents. On a vu quelques exemples de travail, surtout les études de cas, par exemple, sur le genre, où l'effort du gouvernement a souvent été couronné de succès, au moins de succès partiels notables, parce qu'auparavant, il y avait une concertation avec les parents, avec la société civile, qui a produit un consensus, qui a permis une loi d'orientation qui a été en quelque sorte le référent pour toutes les actions ultérieures. À condition évidemment que les autorités montrent des signes de concrétisation et suffisamment rapides de mise en œuvre, comme c'était le cas par exemple de la gratuité, je pense au Burkina Faso, comme c'était le cas effectivement de l'apparition des premiers collèges de proximité en Côte d'Ivoire, comme c'était aussi le cas derrière le discours parfois un peu pessimiste de M. Sitterman de la situation française, en parlant que des réformes avaient abouti grâce à la préparation à un consensus, comme c'était le cas de la réforme sur 70% de réussite au bac, ou actuellement comme la réforme qui tente à promouvoir le dédoublement dans les classes des premières années de l'apprentissage de base. Donc travailler avec les parents, travailler avec la société civile est un levier, troisième levier qui nous paraît extrêmement important. Ensuite, travailler avec les chefs d'établissement. S'il n'y a pas eu d'études de cas spécifiques aux chefs d'établissement, on a vu à travers certaines études de cas de l'importance de travailler avec les chefs d'établissement, non pas contre eux,
et surtout non pas sans eux. C'est ce qui se traduit notamment dans l'expression du professeur Hargrave telle que learning for the middle, donc travailler effectivement avec le milieu, avec les interfaces, à condition de nouveau de ne pas travailler de façon binaire, l'inspecteur avec le chef d'établissement, binôme qui pourrait produire des tensions, entre le chef d'établissement simplement et l'enseignant, binôme qui pourrait produire des tensions, entre la communauté locale et le chef d'établissement par exemple, et d'utiliser de nouveau un tiers médian. L'enseignant dans la communauté locale et les chefs d'établissement, par exemple. Et je pourrais donc citer de nombreux exemples. Ce qui s'est produit à travers l'étude de cas de la Nouvelle-Zélande et dans d'autres études de cas sur la création des réseaux d'écoles et sur l'observation et la comparaison de ce qui se fait, de ce qui fonctionne dans les autres écoles, sont des exemples sans doute à promouvoir. Et peut-être, et on n'en a pas parlé me semble-t-il, au-delà des réseaux d'écoles réels qui existent dans une communauté locale, peut-être faudrait-il penser aussi à des réseaux d'écoles plus virtuels, internationaux, avec les possibilités que nous offrent les technologies de l'information et de la communication. J'ai pu me rendre compte dans d'autres missions que celle-ci. Un cinquième levier, c'est travailler avec les communautés locales, de nouveau, avec et non pas contre et non pas sans. Beaucoup de problèmes apparaissent qui sont à la fois des problèmes de la communauté locale et des problèmes de l'école. On a vu des exemples avec l'arrivée massive des migrants en Catalogne. On voit aussi le problème posé par les laissés pour compte par les populations autochtones, etc. Et les études de cas ont montré l'importance d'instaurer au moins une gouvernance participative au sein de la communauté. Encore faut-il éviter le piège d'un enfermement dans la communauté locale. J'ai souvent l'habitude de parler, on peut être un ferment ENT dans un système ou être un ferment ANT, de s'enfermer à l'intérieur. Et donc les enfermements en général sont nuisibles pour l'évolution d'un système. Par contre, les ferments ENT sont en général très favorables. Un sixième levier que je voudrais parler et qu'a souligné Mamadou Ndoye, alors qu'il n'y a eu aucune étude de cas sur cet aspect-là, c'est de travailler avec les institutions de formation. Et pas simplement pour les institutions de formation, ni contre, mais surtout, on travaille souvent sans les institutions de formation. On sait très bien que les institutions de formation, les formateurs dans celles-ci, sont souvent les derniers informés, par exemple, d'une réforme qui va se mettre en place, alors qu'ils viennent de former les jeunes enseignants qui vont devoir l'appliquer. Les institutions de formation sont peut-être trop souvent des institutions solitaires, un mot qui est intervenu très souvent dans les commentaires des études de cas, alors qu'ils devraient être des institutions qui ont des interactions très fortes avec le système éducatif. Et comme Mamadou Ndoye l'a très bien dit dans sa conférence introductive, il s'agit vraiment de penser à un nouveau paradigme de la formation par rapport à ce qui se passe trop classiquement. Il ne s'agit pas simplement de dispenser des formations, d'attribuer des qualifications, de concevoir un programme de disciplines juxtaposées, mais de créer un nouveau paradigme qui est celui qu'il a appelé de développement professionnel au sens profond du terme, que Hargrave a nommé de
professionnalité collaborative, que personnellement je dénomme comme le développement d'une professionnalité émergente et non pas simplement d'une conformité à un ensemble de standards qui seraient et qui devraient être acquis dès le départ, mais qui se construit tout au long du processus. Et donc l'importance pour les institutions de formation à faire émerger cette professionnalité, ce développement professionnel. D'où l'importance, par exemple, au-delà de choses qui se font classiquement, d'où l'importance de pouvoir élaborer et exploiter des grilles d'analyse et pas simplement de transfert des théories qui sont certes importants, mais qui sont en fait des outils, des grilles d'analyse possibles de l'action. Et donc l'importance de recourir à des ateliers d'études de cas pour utiliser ces grilles d'analyse des pratiques. Importance, comme l'a souligné aussi Mamadou Ndoye, et comme certaines études de cas ne vont certainement pas me contredire, c'est que les enseignants soient informés et travaillent avec les résultats des recherches. C'est étonnant que les enseignants ne connaissent pas les résultats, par exemple, des méta-analyses. C'est étonnant qu'ils ne connaissent pas des recherches qui ont fonctionné qui ont travaillé avec les acteurs de terrain et qui ont montré l'intérêt de certaines pratiques sur le terrain, sur les terrains dans lesquels ils vont se trouver. Et j'attends avec impatience d'ailleurs l'exposé du professeur Gomez qui nous a été envoyé par le président de la Fondation Carnegie, M. Brick, qui va effectivement montrer l'importance des recherches sur le comment se transfèrent sur le terrain, effectivement, les bonnes pratiques pour améliorer l'apprentissage. D'où l'importance des stages, mais des stages qui soient complétés par des ateliers de réflexion. Donc, avec des institutions d'autres formations, ce qui implique d'ailleurs que les institutions de formation travaillent avec d'autres acteurs, notamment avec les acteurs de terrain, que les stages ne soient pas simplement une rencontre avec des acteurs de terrain où le formateur joue un peu le rôle de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Et c'est donc une façon d'associer très étroitement formation continue et formation initiale, et de concevoir une formation continue qui ne soit pas simplement une transmission d'informations, mais qui soit véritablement un accompagnement et un soutien des acteurs en place. D'ailleurs, celui qui profite le plus des acteurs de l'accompagnement, ce n'est pas simplement l'accompagné, c'est autant l'accompagnateur. Et ça, il faudrait sans doute le répéter très souvent. Levier huitième, je pense, c'est travailler avec les chercheurs. Et ceci est intervenu très souvent, non pas contre les chercheurs, non pas pour les chercheurs, même s'il est vrai que le terrain apporte des choses aux chercheurs, le chercheur aussi apporte du terrain, mais avec le chercheur. Beaucoup d'études de cas l'ont répété. Une qui était particulièrement intéressante, c'est celle de la recherche panaméricaine, SUMA par exemple, qui a pu récolter au niveau mondial les résultats des recherches, qui a pu identifier 33 pratiques vraiment importantes à l'échelon de l'établissement, qui a fait un effort d'inscription de ces pratiques au niveau local et qui a créé un réseau d'établissements. Donc l'importance de la recherche pour pouvoir améliorer effectivement les pratiques d'apprentissage, c'est le cas aussi par exemple dans une opération très intéressante comme Teaching in the Right Level en Inde. Et je pourrais multiplier d'autres exemples, mais le temps court. Et puis, neuvième levier, c'est sans doute de travailler avec les institutions internationales. J'avais déjà fait allusion à cela dans le cadrage scientifique. On pense automatiquement et parfois trop exclusivement aux bases de données.
mais aussi, les études de cas l'ont montré, sur l'importance des évaluations internationales qui sont menées par des grandes ONG internationales, mais aussi de penser, et y reviendra sur les conclusions, sur les défis posés par la mesure. Et on a vu des choses intéressantes des organisations internationales qui, de plus en plus, ne se contentent pas de créer un type de gouvernance un peu entre soi, entre les organisations internationales, entre le gouvernement, entre le ministère de l'Éducation, mais qui de plus en plus tente à descendre sur le terrain, et notamment y compris dans la récolte des données, pour pouvoir effectivement prendre des données qui ont du sens pour les participants. Encore faut-il que la diffusion percole pour qu'il y ait une exploitation de ces données. On est trop souvent étonné que des données aussi importantes que celles qui sont recueillies ne restent que dans les bureaux des directions centrales de ministères et encore certaines d'entre elles. On a vu l'importance des évaluations internationales qui ont, comme par exemple en Suisse, mais dans d'autres pays aussi, provoqué des réactions plus ou moins rapides ou plus ou moins lentes selon les pays. Et donc, ces évaluations ont à jouer un rôle extrêmement important pour pouvoir faire émerger effectivement des dispositifs de résolution de problèmes et pourquoi pas aussi des réformes. Mais ça pose des problèmes, notamment au niveau de ce qui est évalué et des défis de la mesure. J'y reviendrai en conclusion. Dixième levier, et vous comprenez que tous mes leviers sont travailler avec les associations de la société civile, non pas pour, non pas contre, non pas sans, mais avec. Il y a de nombreuses associations civiles qui ont émergé plus que jamais, des associations civiles sociales, des associations dites de solidarité, des associations, des mouvements de défense de l'environnement, qui est une autre forme aussi de solidarité à plus long terme. Et je pense que l'école doit s'ouvrir, et s'ouvre effectivement dans un certain nombre de cas. Nous avons vu, à travers non pas des études de cas ici présentées, combien certaines écoles avaient évolué beaucoup à travers notamment l'accompagnement de ces jeunes, une montée en puissance de mouvements de jeunes dans les mouvements d'associations sociales de défense de l'environnement, qui ont vraiment pris l'opportunité qui s'offrait à elles de travailler avec eux ces problématiques-là. Travailler avec, par exemple, les étudiants qui se trouvent dans ces associations peut jouer effectivement un rôle extrêmement important d'argumentation, de lutte contre les fake news, etc. À condition évidemment que chacun joue son rôle. Mais on a vu aussi, et j'ai beaucoup aimé l'exposé du Seine au jour au Maroc, qui ont montré en quoi la société civile qui a travaillé notamment, qui a en quelque sorte pris en main des universitaires chômeurs pour pouvoir travailler au développement des programmes d'alphabétisation du non formel. J'aime souvent répéter, parce que je l'ai tellement été admiratif devant ce que j'ai vu qui a été rapporté par cette étude de cas, des jeunes d'un bidonville près d'une grande usine de transformation du cuivre, être alphabétisé dans des classes au sein de l'usine, apprenant à lire, à écrire, à compter, apprenant en même temps les rudiments du métier, et qui se retrouvent ensuite face à une machine de l'usine. Et quand le processus d'alphabétisation est fait, ils revêtent le tablé jaune de l'usine. Et vous devriez voir la fierté de ces personnes
vous devriez voir l'envie des jeunes qui se trouvent de l'autre côté de la barrière du bidonville et qui voient un des leurs qui a revêtu le tableau jaune. Ce type de travail est remarquable et je pense qu'il faut sans doute y penser. Et donc, si vous voyez tous mes leviers avec, ceci revient à la chaîne des actes. On travaille avec des maillons de la chaîne, mais le travail avec un maillon de la chaîne entraîne un travail avec d'autres maillons de la chaîne. Et, monsieur le directeur, j'aime beaucoup les schémas. Je n'ai pas eu le temps de faire des schémas, mais je pourrais vous montrer effectivement comment le travail avec des maillons de la chaîne entraîne d'autres maillages, d'autres interactions avec d'autres maillons de la chaîne. Et c'est sans doute que si, avec un esprit d'utilisation de la notion de médiateur, on travaille davantage avec des triangulations qui sont proches les unes des autres, on va parvenir sans doute à créer ce mouvement à la fois ascendant et descendant qui est tout à fait nécessaire pour améliorer effectivement l'école. D'autres leviers encore, et je vais arriver à la conclusion, c'est sans doute aussi, et je pense surtout un atelier très intéressant, c'est travailler avec les gestionnaires des financements. On a vu combien souvent les structures liées au financement sont des structures très peu lisibles. Ce sont des structures souvent que les acteurs qui sont censés être les bénéficiaires ignorent complètement et qui sont d'autant plus difficiles à décoder lorsqu'il s'agit d'enveloppes de financement qui sont gérées par des organismes ou des acteurs différents. Et donc, cet atelier aboutissait à comme conclusion, sans doute qu'un levier très important serait de pouvoir permettre de travailler à une transparence des décisionnements, de pouvoir établir le lien qui existe entre les financements et d'autre part les destinataires qui sont concernés par le financement. Et pourquoi ne pas travailler à co-gérer effectivement l'utilisation effective, parce qu'une même enveloppe de financement peut servir à des priorités radicalement différentes et qui peut mieux s'assurer d'un lien entre financement, entre enveloppe financière et d'autre part ces effets que ceux qui vont devoir mettre en œuvre ces effets. À condition évidemment de travailler aussi avec les responsables de la bonne gestion, avec ceux qui sont chargés évidemment du mécanisme de contrôle. Je pense que ce que le Sénégal essaie de mettre en place au niveau de la décentralisation des financements est une étude de cas intéressante à analyser et à continuer à analyser dans son devenir. Avec l'assurance aussi, c'est qui est un problème qui a été souligné par les études de cas des pays en voie de développement, d'une pérennité suffisante. Qu'est-ce qui va se produire lorsque le financement de la Banque mondiale, de l'AFD, va disparaître, pour prendre des exemples qui ont été cités? À condition aussi qu'on respecte une temporalité adéquate. Combien de financements dans certains pays arrivent quelques mois en retard par rapport à leur utilisation? De telle façon aussi que soit vraiment exploité au maximum pour que le lien entre financement et effet puisse apparaître clairement, ce qui sans doute booste la motivation de ceux qui ont à mettre en œuvre les réformes ou les dispositifs de résolution de problèmes. Et je pourrais citer beaucoup d'études de cas. Je viens de citer celle du
du Sénégal, je peux citer celle d'Angleterre, du Chili, de la France. Beaucoup d'études de cas ont parlé de cela. Je voudrais en venir à ma conclusion. Du boulot nous attend. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Et je pense, et sans doute il y en a d'autres, j'identifie, je relève 3 besoins fondamentaux dans le travail à venir. Des besoins de recherche évaluative sur un certain nombre d'objets qui sont particulièrement difficiles à mesurer. C'était une des grandes conclusions de l'atelier sur la qualité. Vous pouvez remarquer que j'ai très peu parlé de qualité. D'ailleurs, le rapporteur et l'animateur de l'atelier parlaient qu'on avait beaucoup parlé d'équité et d'efficacité, mais peut-être qu'on n'avait pas assez sondé le sens. Le sens de la qualité et des priorités, ce qui sans doute est un travail aussi à faire. Et donc, on a vu qu'au-delà simplement des résultats scolaires classiques, il y avait des effets qui étaient obtenus sur bien d'autres dimensions qui sont difficiles à évaluer, qui sont difficiles à mesurer. Et l'animateur, rapporteur d'atelier, se demandait s'il n'était pas important, notamment à travers les recherches et les organisations internationales, de travailler un peu sur l'équivalent d'un indice composite tel que l'IDH, l'indice de développement humain, parce que la qualité, c'est certes améliorer les résultats scolaires, mais ce n'est pas simplement à cela, et que la qualité est un concept très difficile à définir, qui est un concept multidimensionnel, où de nombreuses dimensions entrent en interaction. Il n'y a pas simplement que les résultats scolaires, il y a certainement des dimensions liées à la relation éducative entre l'enseignant et le chercheur, entre le climat de l'école, dont beaucoup de recherches ont montré l'importance, sur la qualité du curriculum, sur son adéquation au contexte du terrain. On a vu des études de cas qui montraient effectivement l'importance d'adapter le curriculum au contexte du terrain, sur les relations aussi avec les autres acteurs externes de l'éducation, sur le type de formation, sur est-ce qu'on est bien dans une formation de type développement professionnel ou simplement dans une simple formation continue informative dont on sait que les résultats sont très faibles. Peut-être parfois servent-ils à simplement conscientiser certaines personnes qui étaient déjà conscientisées. Et donc je pourrais ainsi multiplier la recherche des dimensions à mettre en œuvre et à mettre en interaction. Et la question, par exemple, du bien-être est une question fondamentale qui soulève effectivement la nécessité de penser l'évaluation, de penser des mesures avec de très grands guillemets de la qualité. Deuxième besoin qui me semble prioritaire pour notre travail à venir, c'est le besoin de recherche longitudinale. Évidemment, elles sont beaucoup plus coûteuses, mais elles sont nécessaires parce que le temps de la réforme est un temps long. Et donc, comme l'ont dit certains dans les études de cas, on ne peut pas mesurer immédiatement certains types d'effets. Ces effets ne peuvent se produire à plus long terme. Et donc, l'importance, effectivement, de mener à bien et de pouvoir financer, simuler des recherches de suivi longitudinal. Au Québec, au Canada, par exemple, j'ai la connaissance d'un certain nombre d'observatoires qui ont vraiment des recherches très continues qui s'ajustent mutuellement de type longitudinal. Et enfin, le troisième besoin prioritaire, qui est sans doute sous-jacent à ce qui était dit dans beaucoup d'études de cas, même si le mot n'est pas intervenu souvent, je trouve c'est introduire la reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance à l'intérieur du système.
un besoin de reconnaissance au niveau de tous les acteurs, quel que soit le niveau de la chaîne, quel que soit l'endroit où se trouve dans le maillage. Et reconnaître l'autre, ça suppose non seulement l'identifier dans ce qu'il est, dans son parcours, mais c'est aussi l'accepter tel qu'il est. On ne réformera pas, on n'améliorera pas le système si on n'accepte pas d'abord les enseignants tels qu'ils sont. Je prends l'exemple des enseignants, mais c'est la même chose pour les acteurs à d'autres niveaux. Donc, pouvoir identifier les personnes dans leur parcours, pouvoir les accepter, de pouvoir les valoriser, c'est-à-dire de pouvoir savoir quels sont les aspects, les pratiques dans lesquels ils sont effectivement extrêmement efficaces, intéressants, utiles. Le problème d'identifier dans nos structures les capacités distinctives, pour reprendre l'expression de John Dewey. Chaque acteur a une capacité distinctive qu'il faudrait pouvoir identifier, lui permettre de la développer et de la mettre au service du groupe dans lequel il se trouve inséré. Donc c'est identifier, c'est accepter, c'est valoriser, et ensuite c'est d'envoyer des signes de reconnaissance à ces personnes. Heureusement, les acteurs ont des signes parfois de reconnaissance parmi les pairs proches. Ils ont trop rarement des signes de reconnaissance de nature institutionnelle. Je terminerai par là. Je suis d'ailleurs impatient de voir en quoi les conférences qui vont suivre vont sans doute apporter un éclairage complémentaire, peut-être sans doute avec quelques nuances par rapport à ce que je dis. Je suis prêt tout à fait à les admettre, à travers le professeur Gomez de la Fondation Carnegie, qui va intituler son exposé « Apprendre pour améliorer les systèmes éducatifs » et l'importance de la recherche qui va dans ce sens-là, et de M. Maoumba Mabiala, directeur de l'éducation de la jeunesse à l'OIF, qui va sans doute nous montrer l'importance d'accompagner, c'est le titre de son exposé, accompagner la réussite des réformes éducatives, le rôle et la place d'une organisation internationale. Et enfin, cette table ronde que Alain Bouvier va animer, où des experts en provenance de toutes les régions du monde vont jeter un regard sur des réformes demain. À quelles conditions? C'est tout à fait sans doute dans la suite de cette petite synthèse que je viens de faire. Et je terminerai en reprenant la phrase en exergue que j'ai mis dans le cadrage scientifique avant-hier. Comparer pour comprendre, comparer et comprendre pour améliorer. Merci de votre attention. À vous.